Décibels. D'histoire. La série musique et histoire. Histoire et musique. De Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Au sommaire de ce numéro de Décibels Histoire, une secrétaire bilingue, des idoles de la jeunesse, une comparaison simpliste, des musiques expérimentales, une chanson à succès et un petit conservatoire. De la chanson. Cet entrefilet culturel vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Pourquoi je chante? Parce que j'ai besoin. J'ai envie d'ouvrir ma gueule et de beugler. Alors pour ça, il faut quand même dire quelque chose. Hein? Alors je fais état de choses dont j'ai été témoin ou qui me touchent. La chanteuse française Colette Mani étale sa carrière du début des années 60 jusqu'au début des années 90. Mais qui s'en souvient encore aujourd'hui? Personne ou presque. Pourtant, le parcours artistique de Colette Mani est exemplaire. 30 ans en toute liberté et totale indépendance, près de 200 chansons et autant de luttes sociales et économiques défendues coûte que coûte. Comme Pete Seeger aux États-Unis, Colette Mani fait preuve d'une intransigeance sans faille tout au long de sa carrière. Elle ne veut pas avoir les mains sales, comme elle dit. Colette Mani refuse de se soumettre à l'industrie musicale. Elle dit aussi « J'ai fait strictement ce que je voulais, à mes risques et périls, bien sûr. S'il y a des erreurs dans mes disques, ce sont les miennes. On ne m'a jamais rien imposé. Jamais, 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 jamais. » C'est au micro de Jean-Louis Foulquier et de son émission de radio Pollen sur France Inter que la chanteuse résume ainsi parfaitement ses choix de vie et de carrière. Femme et artiste, Colette Mani reste libre et révoltée. Bibliothécaire, spécialiste en rien. Ou presque. Intéressée partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça? Le début des années 60 voit la France s'ouvrir au phénomène des yéyés. La jeunesse française désinvolte plébiscite toute une nouvelle génération de chanteurs et chanteuses, les idoles des jeunes. Colette Mani n'appartient pas à ce monde et ne fait déjà plus partie de cette génération. À 36 ans en 1961, elle est secrétaire bilingue, fonctionnaire assistante au service de traduction de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Pourtant, son métier à l'OCDE l'ennuie et Colette Mani a des choses à dire. Elle se sait bonne chanteuse, sans doute un héritage vocal venu de sa mère artiste. Elle décide donc, en toute logique, de tenter sa chance dans la chanson. Le 14 juillet 1962, suite à une audition tardive, vers minuit, elle est engagée pour 8 jours dans le cabaret de la Contrescarpe de Madame Arlette Reinerg. Elle y reste finalement 1 mois, mais déjà ses textes politisés et militants, plutôt tournés à gauche, posent problème. La chanteuse ne voulant faire aucun compromis, cette première expérience s'arrête là. Avec l'appui de son beau-frère, le trompettiste de jazz Gilles Thibault, Colette Mani se produit ensuite au Petit Conservatoire de la chanson, aussi appelé Petit Conservatoire de Mireille, une émission de radio puis de télévision très populaire. Elle y fait littéralement sensation, son style si particulier, entre jazz et blues, ses chansons en français et en anglais, et sa voix puissante marque les esprits, si bien qu'on lui prête des origines américaines. C'est d'ailleurs un label américain, CBS Records, qui la contacte quelques semaines après cette apparition médiatique très remarquée pour lui proposer un contrat. En 1963, parmi ses premières chansons figure le titre Mélo Coton, une magnifique ballade blues-folk qui dépeint les relations d'amour, les doutes, les bonheurs et les absences au sein d'une famille. Une chanson autobiographique, puisqu'elle y cite et met en scène ses neveux, nièces et elle-même. Au mois de mai 1963, on retrouve Colette Mani aux meilleures places du hit-parade entre Sylvie Vartan, Dick Rivers, Eddie Mitchell, Françoise Hardy, Claude François, Sheila et autres Johnny Hallyday. Le succès de Mélo Coton amène très rapidement Colette Mani à se produire sur la scène de l'Olympia à Paris, aux côtés de Sylvie Vartan et Claude François. Malgré ce succès,
La chanteuse sait que sa musique n'est pas à sa place dans les revues yéyé pour adolescents. Elle fait preuve d'une intransigeance sans faille et refuse de reproduire par la suite le même type de chanson. C'est pourquoi elle s'éloigne rapidement du succès et de ce qu'elle appelle les journaleux, ceux qui la comparent de façon simpliste à la chanteuse américaine Ella Fitzgerald. Comparaison que Colette Mani réfute absolument. Au bout de 2 ans, Colette Mani quitte CBS pour Le Chant du Monde, label proche du Parti communiste français. La musique politisée de Colette Mani correspond bien plus au travail de cette nouvelle maison de disques. Décibels Histoire. La série musique et histoire Histoire et musique. de Chandaille et Chignon. Podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. En 1968, Colette Mani ne se sent pas à sa place sur les barricades tenues par la jeunesse étudiante parisienne. Même si elle chante une fois à la Sorbonne, c'est dans les usines qu'elle se produit le plus souvent durant cette période. Colette Mani se rapproche du monde ouvrier, elle est de toutes les luttes sociales. Soutient les grèves et les syndicats, elle donne de la voix pour celles et ceux qui n'ont jamais la parole. Elle chante le monde ouvrier, les mines, le charbon, la métallurgie. Elle chante aussi contre la guerre en Algérie ou la guerre du Vietnam, contre l'impérialisme et le capitalisme en général. Elle rencontre et chante pour les migrants. Elle reprend le chant populaire Gracias la vida, hymne chilien, aussi chanté par John Baez de l'autre côté de l'Atlantique. Colette Mani dénonce la ségrégation raciale ou les violences policières à Cuba, au Chili, aux États-Unis ou en France. Pour toutes ces raisons, Colette Mani est largement boycottée et censurée par les médias. Ces disques sont systématiquement rayés par les employés de l'ORTF, l'Office de radiodiffusion télévision française. Si bien que lors de ses rares interventions à la radio, elle doit amener ses propres disques pour être diffusés à l'antenne. C'est cette démarche artistique, militante et son intégrité morale qui permettent d'établir un parallèle entre Colette Mani et Pete Seeger, 2 artistes exemplaires dans leurs convictions. Tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux vomir. Tu ne sauras jamais pourquoi tu es né. J'ai été censuré, c'est pas parce que je faisais de la poésie difficile. C'est parce que j'avais des textes politiques. Ça m'intéresse au premier chef dans ma vie, avant le chant. Colette Mani joue de la guitare de façon sommaire. Elle est accompagnée la plupart du temps par des musiciens de jazz et de free jazz, comme les pianistes François Tusque et Anne-Marie Fijal, les contrebassistes Bernard Guérin et Bert Phillips, les trompettistes Gilles Thibault et Bernard Vité, le batteur Noel McGee ou le guitariste Mickey Baker. Une liste de musiciens réputés qui permet aussi de situer le niveau de la chanteuse française, qui n'a absolument rien à envier aux plus grandes vedettes américaines du blues ou du jazz. Dès ses débuts, Colette Mani s'oriente vers le free jazz. Elle cherche à produire une musique non conventionnelle, aussi bien dans ses textes que dans les structures des chansons. Les gens attendent d'elle du blues, ils peuvent toujours attendre. Elle préfère expérimenter. Elle interprète et met en musique les poètes Aragon, Rimbaud, Victor Hugo, Verlaine, Louise Labbé, Rainer Rilke, Tristan Tzara, Violetta Parra ou encore Victor Jara. Au même moment, une autre chanteuse française, Catherine Ribeiro, s'oriente elle aussi vers ce type de musique expérimentale. Les 2 femmes se trouvent de nombreux points communs et se lient d'amitié. Mon plaisir à moi, ce serait de me rouler dans le blues, tranquillement. Ce que je fais extrêmement bien. Enfin, extrêmement bien. Ce que dire, c'est pourquoi je suis doué. Je le ferai pas non plus, parce que ça, les marchands, ils en veulent. Et je leur donnerai jamais. Jamais. Sur un plan plus personnel et même intime, Colette Mani est bisexuelle, mais n'en fait pas réellement ou directement mention. C'est encore une fois dans sa musique et ses chansons que quelques indices se glissent, comme avec son titre My Man, Titine en 1984, où elle raconte une double rencontre amoureuse. L'une officielle, c'est My Man, l'autre plus officieuse et inattendue, Titine. Colette Mani est libre de tous ses choix. Elle ne se laisse pas dicter sa conduite par les conventions sociales. C'est aussi ce que manifeste sa bisexualité. En règle générale, Colette Mani n'écrit pas sur elle-même dans ses chansons. Elle préfère poser des mots sur les injustices sociales ou économiques. Pourtant, quelques-unes de ses chansons font exception. À commencer par son premier succès, Mélocoton. Dans sa chanson « Quand j'étais gamine », Colette Mani semble décrire un viol. Peut-être cette chanson évoque-t-elle son propre viol à l'âge de 8 ans et demi par son oncle. Bien entendu, ce terrible événement façonne en grande partie l'état d'esprit de la chanteuse durant toute sa vie. On retrouve sans doute là
Cette soif de défendre les opprimés, soif de justice sociale, et cette rage contre les injustices, les prédateurs et les puissants. C'est aussi probablement cet événement qui déclenche son obésité. Elle se décrit d'ailleurs comme un pachyderme qui en a gros sur le cœur dans sa chanson « Blues ras la trompe ». Les dernières années de Colette Mani sont difficiles. Elle connaît de sérieux ennuis de santé et n'a plus de maison de disques. Longtemps oubliée, Colette Mani refait surface à la fin des années 2010 par l'intermédiaire de 2 rappeurs français. Orelsan, qui sample sa chanson « J'ai suivi beaucoup de chemin » pour son titre « Mes grands-parents » et Rossé, qui trouve en Colette Mani une inspiration de tous les instants. Il cite notamment l'album Répression de Colette Mani comme l'un des disques les plus importants à ses yeux. Colette Mani s'éteint le 17 juin 1997 à Villefranche-de-Rouergue en Aveyron à l'âge de 70 ans. Fidèle jusqu'au bout à sa ligne de conduite, elle lègue ses droits d'auteur à la Fondation de France pour la recherche contre le sida. Elle donne l'ensemble de ses biens matériels à Emmaüs. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé? Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça c'est moche, ça c'est très très moche. Décibel, D'histoire. la série musique et histoire Histoire et musique. de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.